Bonjour à tous. Ici Pascal, l'hôtesse des études de la littératie. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le Dr Nicolas Petro, professeur de sciences politiques à l'Université du Rhode Island. Nicolas est mon expert de référence lorsqu'il s'agit de la politique intérieure de l'Ukraine et de la Russie. Alors Nicolas, bienvenue à nouveau. Ravi d'être à nouveau avec toi, Pascal. Très heureux de vous retrouver. Nous avons échangé quelques courriels, et dans l'un d'eux, vous m'avez dit que votre récente observation est que nous sous-estimons peut-être le facteur financier et le facteur économique dans la manière dont la guerre semble désormais évoluer, selon toute interprétation, contre les intérêts de Kiev. Pouvez-vous expliquer ce que, selon vous, nous n'avons pas encore suffisamment pris en compte pour le moment? D'accord. Donc, le gouvernement ukrainien dispose d'un budget pour 2026 et l'une des choses qu'il prévoit est un déficit budgétaire. Malheureusement, ce déficit, du point de vue du Fonds monétaire international, qui supervise le budget ukrainien et tente d'aligner ses prévisions sur ce que les institutions financières occidentales peuvent offrir pour soutenir l'Ukraine, la société ukrainienne et l'effort de guerre, s'élève à environ 30 milliards d'euros, enfin 30 milliards de dollars. Mais cet argent, eh bien, c'est le manque à combler. C'est le déficit qui existe. Et ce déficit pose problème, car l'Europe n'a pas prévu de couvrir cette dépense. Et le gouvernement ukrainien n'a pas envisagé ce qu'il ferait si cet argent ne se matérialisait pas. Ainsi, littéralement, les médias ukrainiens regorgent de spéculations sur les domaines où les coupes budgétaires seront effectuées, car rien en Ukraine n'est financé de manière abondante, pas même l'armée. Les estimations varient de plusieurs dizaines de milliards, donc j'utiliserai une approximation proposée par l'analyste financier Timothy Ash, qui a déclaré que si l'on prend en compte le montant dont l'Ukraine aura probablement besoin au cours de l'année et demie à venir, il s'élèverait probablement à environ 100 milliards de dollars, en plus de ce qui a déjà été alloué. Je pense que cela correspond à un rythme de dépenses plus élevé que celui observé jusqu'à présent. Which I think is at a higher rate of spending than has actually been the case to date, because I think at the latest EU meeting. Je pense qu'à la dernière réunion de l'UNMEMER, le chiffre mentionné dans le communiqué pour ce que l'Europe a dépensé jusqu'à présent était soit de 167 milliards. Cela concerne les 3 ans et demi écoulés. Donc, les 100 milliards prévus pour l'année et demie à venir, eh bien, ce n'est pas une économie, ce n'est en aucun cas une réduction. Mais Ash va plus loin en suggérant que ce montant sert, comme il le dit, simplement à maintenir l'Ukraine dans la partie, à la maintenir sous perfusion. S'il doit y avoir un véritable espoir de victoire ukrainienne, ce chiffre devrait être augmenté d'environ 50%. Would have to be increased by 50%, so 150 billion. Donc, 150 milliards, pense-t-il, serait une projection réaliste pour l'Ukraine si elle devait passer à l'offensive contre la Russie. Nous voyons donc les chiffres évoluer, ils s'écartent de plus en plus. Et cela m'amène à une vision pessimiste, bien qu'on puisse aussi dire optimiste si l'on cherche une fin à la guerre. Mais la réalité semble être que, en plus de manquer de personnel et de population, en raison du nombre de personnes émigrants, une estimation courante étant d'environ 1 demi-million de départs par an d'Ukraine, le nombre de personnes portées absentes sans permission et de désertion sur le front approche désormais 30 à 40% des effectifs nominalement présents dans les forces armées ukrainiennes. En plus de ces problèmes, nous avons maintenant celui du manque de financement pour la poursuite de la guerre. Et puisque l'Ukraine dépend déjà de l'aide occidentale pour pas moins de 50% de son effort de guerre et 50% de son entretien de base, ses comptes courants quotidiens pour payer tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du pays,
il ne semble pas y avoir beaucoup de possibilités de poursuivre la guerre. Tout indique, en somme, l'impossibilité de continuer cet effort de guerre. Et c'est l'un des aspects les plus inattendus. J'ajouterais qu'il existe une solution à ce problème, raison pour laquelle Timothy Ash a écrit qu'il y a en Europe un gros œuf d'or, 300 milliards d'actifs, qui sont des fonds souverains russes. Mais la personne qui gère ces fonds, un ministre belge des Affaires étrangères, Bart de Wever, qui est, je suppose, responsable d'Euroclear, laquelle détient la majorité, la plus grande partie de ces fonds, a souligné qu'il serait totalement sans précédent de saisir des avoirs souverains. Je veux dire, il a été très clair sur ce point. Et je suppose qu'en fin de compte, il a réussi à convaincre ses collègues de l'Union MMR qu'il serait impossible de le faire d'une manière, sous une forme ou d'une autre, qui puisse être considérée comme légale. En conséquence, la conclusion d'Ash dans son essai était qu'il n'y a pas d'autre option pour que l'Ukraine poursuive le combat, sauf si ses avoirs lui sont attribués. Mais sans ces avoirs, que les dirigeants européens semblent estimer à ce stade intouchables sur le plan juridique, alors encore une fois, qui va payer pour la guerre? Nous n'en savons rien. Oui, mais tu sais, cette question, à un moment donné, il faut qu'on fasse intervenir des spécialistes des devises, parce que les problèmes d'argent sont toujours des symptômes de problèmes plus profonds. Parce que, en théorie, qu'est-ce qui empêche le Parlement ukrainien de créer une loi stipulant que la Banque nationale d'Ukraine doit acheter les obligations de guerre émises par le Parlement ou le gouvernement, n'est-ce pas? Je veux dire, en théorie, si tu as une monnaie souveraine, tu peux te refinancer indéfiniment. Mais cela ne te sert pas à grand-chose si les biens que tu dois acheter sont libellés en euros ou en dollars américains. Le problème ici est une véritable crise du crédit. En d'autres termes, personne en Occident ne veut prêter. Je veux dire, ils sont ravis d'en parler, tant que nous le faisons tous, mais si vous parlez à chacun d'eux individuellement, aucun ne veut le faire, car ils comprennent que cet argent est irrécupérable. Et l'Europe traverse une crise budgétaire très difficile, en partie de son propre fait. Dans ce contexte, il est très intéressant de voir cette véritable crise économique discutée spécifiquement par des financiers, des politiciens et des banquiers. D'un autre côté, l'analyse proposée par les commentateurs politiques et les experts militaires sur la manière dont l'Ukraine peut gagner la guerre, dans la presse britannique et ailleurs, ignore fondamentalement les problèmes financiers de l'Ukraine, comme s'ils n'existaient pas dans leur univers. Et, en second lieu, ils mettent en avant les difficultés de l'économie russe, lesquelles, quoi qu'on en dise, comportent une bonne dose d'incertitude dans ce type d'analyse. En d'autres termes, il s'agit d'une projection de l'évolution de l'économie russe à partir de 2010. Une bonne mesure du pessimisme que l'on lit à propos de l'économie russe dans les journaux européens repose sur la prétendue non-fiabilité des statistiques russes. En d'autres termes, ils disent « Eh bien, si nous croyons les statistiques russes, la situation n'est pas si mauvaise. Mais nous n'y croyons pas, donc nous allons projeter quelque chose de complètement différent. » Ils inventent simplement, ils projettent un scénario négatif parce que c'est ce qu'ils veulent voir, un scénario négatif. Et selon toute comparaison systématique entre l'économie ukrainienne et l'économie russe, cette dernière apparaît robuste et en bonne santé. Les Européens rêvent encore que cette guerre se terminera comme la Première Guerre mondiale s'est terminée, lorsque l'Allemagne, intérieurement et politiquement, n'en pouvait plus. Il y avait des troubles publics, des grèves, et même s'ils étaient encore en expansion et qu'aucun soldat ennemi n'était sur leur sol,
ils ont dû abandonner parce qu'ils n'avaient plus les moyens de poursuivre la guerre. Ils rêvent encore que ce scénario avec la Russie est sur le point de se réaliser. Une arme miracle de plus, juste une de plus, et tout l'édifice russe s'effondrera sur lui-même. Depuis 3 ans et demi, ils racontent cette histoire, et ils l'attendent encore. Eh bien, un blogueur appelé Big Serge a publié aujourd'hui un essai dans lequel il s'est penché sur la question des Wunderwaffen dont dispose l'Ukraine et a vraiment mis en lumière les problèmes liés au fait d'avoir, ou plutôt de livrer, des Tomahawks à l'Ukraine en quantité suffisante pour qu'ils puissent réellement être utilisés. Comme il le souligne, je pense très justement, les missiles existent. Les systèmes de lancement, eux non. Car les États-Unis viennent tout juste de commencer à construire des systèmes de lancement terrestres. En effet, les Tomahawks sont habituellement utilisés en mer. C'est exact. Because they are usually used on the sea, the Tomahawks. That's right. They're used on the sea, and they now believe they. Elles sont utilisées en mer, et maintenant, ils estiment qu'il leur faut également une capacité terrestre pour ces armes. Mais leur production n'a commencé qu'en 2023. Et bien sûr, les premiers à en bénéficier sont les forces armées américaines elles-mêmes, et il existe déjà un retard dans le nombre de systèmes de livraison promis. En d'autres termes, ils ne sont pas encore devenus réalité. Ainsi, l'Ukraine devrait essentiellement être prioritaire sur les livraisons destinées à l'armée américaine et au corps des marines. Et je ne vois tout simplement pas Trump faire une chose pareille. C'est étrange, car les quantités produites par Lockheed Martin, et il y a une autre entreprise, Raytheon, qui fabrique ces choses, varient entre 50 et 90 par an. Pas 50 000 à 90 000, 50 à 90, point final. Et le stock total qu'a estimé Responsible Statecraft de l'Institut Quincy l'année dernière se situe autour de 4 000. Ouais. C'est insensé de croire qu'une quantité raisonnable pouvant influencer le champ de bataille pourrait être livrée à l'Ukraine. Mais l'idée n'est pas de les livrer pour le champ de bataille. C'est de bombarder Moscou et de les forcer à la table des négociations, comme le présentent les Européens. Eh bien, voilà le problème. Je suppose que les analystes militaires estiment que ce système d'armes, comme d'autres systèmes individuels, ne changera pas l'issue du champ de bataille. La stratégie russe est évidente depuis longtemps. C'est une guerre d'usure, fondée sur une accumulation très lente et progressive de ressources qui peuvent ensuite avancer sans nécessité de réapprovisionnement important et soudain. En d'autres termes, elle construit son élan puis progresse d'elle-même, disposant de suffisamment de ressources pour accomplir la tâche qui lui est assignée. Ainsi, l'un des espoirs ou des paris des analystes pro-ukrainiens est que la machine militaire russe puisse s'effondrer sous le poids de la poursuite de cette production. Et il souligne le fait que le budget militaire de la Russie est en réalité prévu à la baisse. Cela a du sens si vous avez déjà constitué le stock. En d'autres termes, tout le monde en Occident reconnaît que la production de drones russes dépasse celle de l'OTAN et de l'Ukraine réunie, presque d'un ordre de grandeur. Donc bien sûr, je pense qu'il y a maintenant suffisamment de drones. La Russie en a probablement assez et se tournera vers d'autres priorités. Un point rarement mentionné est que dans le prochain budget de la Russie, les dépenses militaires réelles sont légèrement réduites. J'aime la façon dont les opposants ou les partisans de l'Ukraine disent « Eh bien, c'est une réduction très minime ». Oui, mais c'est une réduction, et c'est une réduction en temps de guerre, ce que ni l'Ukraine ni l'OTAN n'envisagent. Ils envisagent exactement le contraire, ce qui ne fera qu'alourdir le fardeau de leurs économies. Tandis que le fardeau économique de la Russie lié à la guerre est voué à diminuer.
C'est fascinant, tu sais. En période de guerre très sérieuse, la Russie n'adopte pas vraiment cette approche de l'OTAN, consistant à dire « il nous faut plus d'argent » et ensuite nous trouverons un problème pour déployer le M2. Elle examine ce dont elle a besoin, établit un budget, et voilà. Well, it may be, Eh bien, il se peut que d'un point de vue logistique, il soit avantageux de disposer d'un système économique étroitement intégré à l'armée. On parle des États-Unis comme d'un complexe militaro-industriel, et c'est vrai, mais il y a tellement de producteurs privés en Amérique que le système est extrêmement complexe et demande un temps démesuré pour être financé. La création, le financement et le déploiement d'un système d'armes peuvent prendre une décennie, voire davantage. Et je pense que l'approche centralisée et hiérarchique de la Russie, comme celle d'autres pays dotés de systèmes économiques et politiques plus centralisés, lui confère probablement un avantage à cet égard. Oui, et n'oublions pas qu'une grande partie de l'argent versé dans ces budgets de l'OTAN pourrait aussi se perdre dans les bilans artificiellement gonflés des fabricants d'armes et des entreprises de sécurité, qui savent que s'ils augmentent le montant d'1 million ou 2, il sera quand même payé. Oui, oui. Mais si nous revenons en arrière et que nous examinons ce que cela signifie pour la guerre, et spéculer à l'aveugle n'est jamais une bonne chose, nous en sommes tout de même à un point où l'on a le sentiment que quelque chose est sur le point de changer. Vous avez déjà expliqué comment la situation budgétaire indique qu'un changement doit se produire, car si ce n'est pas dans le budget, ce n'est pas dans l'avenir. Exactement. La dernière chose, à mon avis, que l'Ukraine perdra avant que tout soit vraiment terminé, c'est l'attention. Il semble qu'elle perde déjà de l'argent, mais la dernière chose sera l'attention. Et il me semble que nous assistons à la formation d'un nouveau centre d'attention dans les Caraïbes, avec le Venezuela. Avez-vous des réflexions à ce sujet, sur ce qui me semble désormais être un passage de relais de l'attention portée à la guerre vers un conflit qui, en aucune manière, ni dans aucune circonstance concevable, n'est nécessaire à la sécurité nationale des États-Unis? Exactement. Right. I think that Je pense que les États-Unis ont essentiellement laissé cette guerre aux Européens. essentially left this war to the Europeans. Hmm. But then the question is how do Mais alors la question est, comment les Européens peuvent-ils sortir de cette guerre? Pour Trump, je suppose qu'il était assez facile de soutenir que cette guerre est lointaine, qu'elle ne relève pas des intérêts de l'Amérique. Et si les pays les plus menacés à proximité veulent poursuivre la guerre, il parle ici de l'OTAN en Europe, alors il devrait se sentir libre de le faire. Cela, dans son esprit, suffit à justifier le retrait des États-Unis et le manque d'intérêt. C'est donc probablement une bonne chose pour mettre fin à la guerre. Je pense que si vous... Eh bien, les politiciens aiment dire, les politiciens de l'OTAN aiment dire, que la paix sera obtenue par les armes ou par le renforcement militaire. Mais il me semble que c'est exactement le contraire. that it seems to me the opposite is the case. If you want to deprive this Si vous voulez priver ce monstre militaire de vie, il faut l'étouffer. Il faut le priver d'oxygène. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Mais la question qui se pose maintenant, à mon avis, est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait amener les dirigeants européens et ceux de l'OTAN à une conclusion similaire? Je n'en suis pas sûr. Le contexte y est différent, il est plus complexe. De nombreuses figures politiques de premier plan ont un passé trop long de soutien à l'Ukraine et à l'effort de guerre, ayant investi leur réputation non pas tant dans la reconstruction de l'Ukraine, mais surtout dans le renforcement de l'OTAN en tant que force militaire, probablement aussi en prévision de l'effondrement de l'Ukraine.
So that is probably likely to continue for some of them. Donc cela va probablement continuer pour certains d'entre eux. Et je suppose que je te renverrai la question dans une certaine mesure. Pour les États-Unis, je pense que tu as tout à fait raison. Nous sommes hors de ce jeu pour un avenir prévisible. Une ou deux choses, tu sais, une petite sanction ici, un système d'armes là, ne changeront pas l'attitude générale de cette administration et ne feront pas de différence sur l'issue de la guerre. Mais l'Europe doit se mobiliser et doubler, voire redoubler, son soutien militaire et financier. Et je ne vois pas comment elle peut se le permettre. Mais je ne vois pas d'autre issue pour elle que de le faire. Eh bien, vous savez, si j'étais un néoconservateur et que je regardais ce scénario en comprenant que A, nous avons perdu la volonté politique du MAGA et d'autres d'être profondément impliqués dans cette affaire. B, les Européens sont trop faibles pour faire quoi que ce soit. Et C, les Ukrainiens manquent d'Ukrainiens, tandis que les Russes conservent l'élan. Alors, si nous avions la même analyse, mais que j'étais un néoconservateur, ce que je préconiserais maintenant serait l'afghanisation de l'Ukraine. En gros, d'accord, laissons les Russes venir, laissons-les gagner sur le champ de bataille, puis menons une guerre de résistance de l'intérieur. D'accord, forçons-les à avaler la Galicie. Et une fois qu'ils devront le faire, nous ferons simplement passer ces armes à travers les frontières poreuses, et ainsi de suite. Les Kalachnikov et tout le reste. Pardon, tout l'arsenal, les armes légères, puis piqûre après piqûre après piqûre sur le territoire qu'ils contrôlent. Maintenant, comment penses-tu que les Russes essaieraient d'éviter quelque chose comme ça? Parce que je n'ai jamais vu un Russe affirmer qu'ils doivent avaler l'ensemble de l'Ukraine. Que tout ce scénario que les Européens présentent comme l'objectif soit réellement l'objectif, n'est-ce pas? Comment évite-t-il de se faire afghaniser? How to not get Afghanized? Pretty easily. Assez facilement. Atteindre les frontières des 4 oblasts, plus la Crimée, les fortifier et ne pas avancer davantage. Et en réponse aux attaques ukrainiennes sur ces territoires ou ailleurs, riposter avec une force dévastatrice. En d'autres termes, ce n'est une surprise pour personne en Ukraine et c'est une source de certaines frictions au sein du gouvernement que la stratégie ukrainienne consistant à frapper, disons, les raffineries de pétrole, oui, cela endommage et réduit les revenus budgétaires de la Russie. Mais la Russie est suffisamment riche pour disposer des ressources nécessaires afin de compenser toute forme de réduction dans un avenir prévisible, du moins pour plusieurs années, simplement avec ses actifs liquides existants, qui, d'après ce que je comprends, s'élève à environ 250 milliards de dollars de liquidités dans le secteur bancaire à l'intérieur de la Russie. Je pense donc que la réponse de la Russie à cela sera de dévaster l'infrastructure ukrainienne 10 fois plus. C'est un très mauvais jeu auquel l'Ukraine s'engage sur le long terme. En d'autres termes, l'Ukraine parie sur l'effondrement de la volonté de la Russie de se battre, par une combinaison de sanctions économiques, de frappes militaires et de l'avancée lente des forces armées russes. Et cela doit se produire dans un laps de temps assez court. Sinon, cela redevient un jeu de longue haleine. Et dans ce jeu à long terme, à mon avis, l'Ukraine n'a que de mauvaises cartes. Elle continuera à perdre beaucoup plus de personnes que la Russie, tandis que de plus en plus de gens fuiront le pays. Il n'y aura aucun investissement étranger, car aucun investisseur sain d'esprit ne va placer son argent dans un environnement aussi incertain et dangereux, et sans la perspective d'un financement considérablement accru pour soutenir soit l'effort de guerre, soit le gouvernement, l'argent, comme je l'ai dit, s'épuise. Ainsi, la date limite pour avoir cette révélation qui transformera la Russie et la forcera à comprendre qu'elle va perdre ce compte en moi tout au plus. Le chiffre que j'ai entendu, et qui je pense coïnciderait avec l'incapacité réelle de l'Ukraine à payer ses factures,
serait mars ou avril 2026, le printemps 2026, moment où peut-être le Donbass, à la fois Donetsk et Luhansk, sera largement occupé. Donc, ta prédiction n'est pas que la Russie irait jusqu'à l'est de l'Ukraine, mais qu'elle s'arrêterait. Et qu'en est-il d'Odessa? Penses-tu que la Russie irait réellement jusqu'à Odessa et essaierait de relier la Transnistrie en Moldavie par un corridor terrestre? Je veux dire, nous ne sommes pas des stratèges militaires, mais tu le penses vraiment? Sure. Yeah, my expectation. Oui, je veux dire, depuis longtemps, je m'attends à ce que si la Russie atteint ses objectifs militaires déclarés, tout ce qu'elle poursuivrait au-delà de cela serait un effort pour contraindre l'Ukraine à accepter ses frontières, pour la forcer à la paix. En d'autres termes, sans avoir besoin d'attaquer Kiev, la Russie le pourrait. Sans avoir besoin d'attaquer Dnipro, anciennement Dnipropetrovsk, elle le pourrait. Sans avoir besoin de prendre Odessa et de couper l'Ukraine de la mer Noire, elle le pourrait. Et tout cela, d'ailleurs, représente des objectifs bien en deçà d'une entrée dans le cœur de l'ouest de l'Ukraine, qui est le segment le plus nationaliste du pays. Ainsi, il pourrait faire beaucoup de choses dévastatrices bien avant d'avoir réellement besoin d'entrer dans le cœur de l'ouest de l'Ukraine. D'accord, d'accord. Donc ce sont les stratégies militaires du Melgré, Stevesi et Hansa Small. Je pense qu'il est important, pour ceux qui examinent la situation, de ne jamais dissocier la stratégie militaire de la Russie de sa stratégie diplomatique. C'est quelque chose que l'Occident ne fait pas très bien. Il semble avoir une stratégie militaire, une stratégie diplomatique et une stratégie économique. Mais elles ne sont pas bien coordonnées entre elles, et chacune semble reposer sur son propre ensemble d'hypothèses qui, dans le meilleur des mondes, pourraient coïncider. Mais comme nous le voyons maintenant, les failles de cette approche sont évidentes. La stratégie militaire s'est effondrée. Et je pense que George Beebe, l'ancien analyste de la CIA, a écrit un article dans Responsible Statecraft que je trouve très bon. Et il a dit, il a fait remarquer que la stratégie militaire de l'Ukraine a désormais renoncé à la victoire. La stratégie consiste maintenant à définir un cessez-le-feu comme une victoire. Très bien. Ce qui se passe alors, c'est que si un cessez-le-feu est obtenu, l'Ukraine se félicitera et dira « Nous avons remporté une victoire militaire ». Ensuite, elle poursuivra une stratégie diplomatique à long terme, visant à continuer de faire pression sur la Russie par le biais de sanctions et d'autres moyens, ce qui, encore une fois, a peu de chances de réussir. Parce que la seule chose, comme vous le soulignez à juste titre, la seule chose qui maintient l'Ukraine dans l'actualité occidentale en ce moment, ce sont les bombardements, les images que l'on peut montrer. Si un cessez-le-feu est mis en œuvre, l'Ukraine sera oubliée plus vite que Gaza. Encore plus rapide que Gaza. Et comme nous le savons d'après le prélude à ce qui s'est passé, même à la veille du sommet de l'Alaska, des dizaines d'entreprises occidentales seront impatientes de retourner en Russie, qui a été pendant de nombreuses années leur marché international le plus rentable. On verra beaucoup de cela, tandis que l'Ukraine deviendra, dans l'esprit de tous, à peu près une idée secondaire. Si j'étais un analyste ukrainien, je ne plaiderais pas pour un cessez-le-feu pour cette raison précise. Je craindrais que, même si nous avions heureusement mis fin à l'effusion de sang, nos chances de reprendre nos territoires grâce à une stratégie à long terme soient très faibles. Mais la Russie, je pense, a un bon argument à faire valoir dans l'histoire diplomatique. Les nations ne mènent pas des négociations simplement pour obtenir un cessez-le-feu. Elles recherchent la paix. Et si un cessez-le-feu intervient en cours de route,
il est généralement lié à une stratégie de paix concrète ou à un calendrier pour parvenir à la paix, car tout le monde comprend qu'un cessez-le-feu, en soi, n'est pas la paix. C'est simplement une invitation à reprendre la guerre plus tard. Et ce n'est pas quelque chose qui intéresse la Russie. Dans la situation actuelle, où la Russie a l'avantage sur le champ de bataille, ce n'est pas quelque chose que la Russie a besoin de poursuivre. It's not something that Russia needs to pursue. So it logically is pursuing its maximum. Il poursuit donc logiquement son objectif maximal, à savoir un règlement de paix. La composante militaire de ce règlement est déjà en place. La composante économique, je pense, commence à se dessiner avec l'insolvabilité probable de l'Ukraine dans les 6 prochains mois. Il reste la composante diplomatique, qui à mon avis sera la plus difficile à accepter pour les Européens. Mais avec le soutien, j'imagine, de l'administration Trump, c'est-à-dire un soutien du type « Nous n'aidons pas, nous ne voulons pas nous impliquer dans ce conflit, nous ne voulons pas soutenir l'effort de guerre ukrainien ». Cela représente déjà une forte incitation pour les Européens à aller vers un règlement diplomatique. Ils devront trouver un moyen d'y répondre tôt ou tard. Oui, je veux dire, tout règlement qui fonctionne réellement impliquera un changement de régime à un niveau ou à un autre, soit à Kiev, dans les capitales européennes, ou les deux. Probablement les deux, en fait, maintenant que j'y pense. En Ukraine, je pense qu'il serait inapproprié de mettre la charrue avant les bœufs. En d'autres termes, je ne crois pas qu'il faille d'abord écarter Zelensky pour qu'un accord de paix, ou du moins des négociations, porte ses fruits. Mais je pense que l'issue de tout accord de paix entraînera automatiquement de nouvelles élections. Et lors de ces nouvelles élections, il est très difficile, à ce stade, d'imaginer Zelensky l'emporter. Who his successor might be. I know there are those who argue that Je sais qu'il y a ceux qui soutiennent que la situation favorise un commandant militaire ou quelqu'un qui présente des références militaires, que ce soit pour la sécurité nationale ou pour toute autre raison. Cependant, un argument tout aussi convaincant est avancé par plusieurs sociologues ukrainiens qui affirment que les gens à travers le pays, en grand nombre, seront tellement lassés de la guerre que la simple vue d'un uniforme militaire, surtout en politique, les amènera à rejeter ce candidat, à rejeter ce parti par crainte que la guerre ne reprenne. Donc je peux imaginer que cela aille dans un sens comme dans l'autre, et il est très difficile de prévoir qui aura l'avantage une fois un accord de paix conclu. Puis-je vous interroger à propos de la Russie? Parce que l'une des choses qui a déconcerté de nombreux analystes, ici, dans les milieux commentateurs, c'est que Vladimir Poutine et Sergei Lavrov se sont montrés si conciliants envers la position américaine. Ces revirements, puis au final, ce renversement complet de tout ce qui avait été obtenu dans les négociations depuis l'Alaska. Poutine et Lavrov ont toujours fait des efforts pour adopter le cadrage américain de la situation, à savoir que les faucons européens sont ceux qui détruisent tout, que les Américains ne sont pas à blâmer, que Donald Trump est un type bien. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi maintenir cette mascarade? Quel est votre point de vue là-dessus? Eh bien, pourquoi pas? Je veux dire, cela ne leur coûte rien. On peut blâmer l'Europe, encore plus lourdement même. L'Europe est clairement en faute. Dans une certaine mesure, ils jouent le même jeu, Trump, Poutine et Lavrov, n'est-ce pas? Parce que celui qui se retrouve à payer les pots cassés, c'est l'Ukraine. Je suis désolé, l'Ukraine pour eux deux. Donc cela leur convient parfaitement. Nous devrions aussi nous rappeler que pour la Russie et l'Amérique, il existe des enjeux plus vastes encore que l'Ukraine. Il y a la relation bilatérale entre ces deux puissances mondiales, qui implique des interactions dans de nombreuses régions, à de nombreux niveaux,
et avec de nombreux acteurs tiers tels que la Chine, l'Inde et le Brésil. Différents conflits régionaux dans lesquels les deux pays peuvent compter sur l'aide de l'autre lorsque cela sert leurs intérêts mutuels. Rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec l'Ukraine. C'est vrai, mais au fond, cela ne nous importe pas beaucoup, puisque nous ne sommes pas ceux à blâmer. Ce n'est pas ma guerre, et par conséquent, nous en faisons une guerre européenne. Donc quoi qu'il arrive là-bas, si toute l'Ukraine est engloutie, si elle est détruite, quoi qu'il arrive, nos mains, comme celles de Ponce Pilate, sont innocentes de tout cela. Que cela retombe sur la tête des Européens. Et Poutine, je dirais, en est reconnaissant pour cette reconnaissance. Il n'y a aucune raison de contrarier Trump, car Trump n'a pas dit, du moins, d'après ce que je peux comprendre, des déclarations faites par la Maison-Blanche, par les principaux acteurs de la Maison-Blanche. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de sommet. Il a dit, nous aurons un sommet lorsqu'il y aura quelque chose à signer, ce qui est bien sûr exactement ce que Poutine a toujours dit. Il devrait y avoir un sommet lorsqu'il y a quelque chose à signer. Et en formulant les choses ainsi, Trump inclut en réalité, de manière indirecte, Zelensky. En d'autres termes, il dit que si Zelensky veut faire partie du sommet, lui aussi doit venir et être prêt à signer. Oui, mais je veux dire, l'une des choses qui rend fou les gens comme moi, et d'autres qui analysent tout ça, c'est l'idée que le sommet vient de Trump. C'est lui qui l'a proposé, non? Et les Russes ont dit à contre-cœur, nous allons y réfléchir. Puis il l'annule et dit qu'ils ne sont pas disposés. Et ensuite, il impose aussi des sanctions à ces compagnies pétrolières russes, dans le but de leur nuire, de les freiner, de mettre la pression sur le pétrole. Tout cela est tellement peu amical. Et la Russie, comme tu le dis, reste très calme à ce sujet et dit d'accord, très bien, nous allons suivre ton cadrage. C'est ça qui crée la dissidence. Oui et non. Je veux dire, la Russie n'a rien concédé dans sa position. Elle a maintenu sa position. Tout ce que Trump a dit, Poutine peut l'approuver et le considérer comme une clarification de points qui n'ont peut-être pas encore été convenus. Je veux dire, il aurait aimé dire « nous sommes tombés d'accord là-dessus », mais maintenant il dit qu'il faut encore clarifier certaines choses, notamment avec l'Ukraine elle-même. Concernant la question des sanctions, nous devons être prudents. Nous ne devons pas simplement agir comme des journalistes. Lorsqu'un paquet de sanctions est annoncé, que les cibles sont identifiées et que tout le processus est enclenché, il faut comprendre qu'à chaque étape, les différents éléments des sanctions et la question de savoir s'ils seront appliqués à des tiers et dans quelle mesure les États-Unis contrôleront ou demanderont à des tiers dans d'autres pays de respecter ces sanctions, reste encore en suspens. Toutes ces décisions sont prises de manière ad hoc. Elles ne sont pas inscrites dans la loi, ce sont des possibilités. Et je pense que c'est précisément dans ce domaine que Trump aime évoluer, là où il dispose apparemment de l'autorité légale. Et il garde en quelque sorte sa poudre sèche. Il peut les mettre en œuvre s'il le souhaite, ou vous faire la faveur de ne pas le faire. Voilà, encore une fois, on observe ce schéma dans toutes ces négociations de sanctions ou de tarifs douaniers. C'est un modèle très typique, et Poutine l'a interpellé à ce sujet en disant « Oui, nous connaissons cette stratégie, nous l'avons déjà vue, nous savons comment y faire face. » Et bien sûr, la meilleure façon de gérer ce genre de volte-face, c'est précisément cela. Dire « Je sais ce que tu fais, je suis celui qui garde la tête froide ici, et nous pouvons aller jusqu'au bout. » Je suis pas inquiet, oui. Non, tu as raison. En fait, je veux dire, le schéma, c'est qu'il sort quelque chose de son sac, un problème qui n'en était jamais un. Il dit que c'est le principal problème. Puis il dit en gros, si tu veux que ça disparaisse, maintenant, tu dois me parler. Et les Européens, eux, ils disent toujours, d'accord,
comment peut-on satisfaire 150% de tes attentes? Et les Russes répondent non. Et les Chinois font généralement pareil. C'est ça le problème avec les Européens. The Chinese usually also The problem with Europe is the Le problème de l'Europe, c'est que les dirigeants européens semblent incapables de renoncer à leur programme maximaliste. Et cela constitue, bien sûr, par définition, une stratégie perdante. Ils se retrouveront simplement pris dans le fait que non seulement l'Ukraine, tous les problèmes auxquels l'Ukraine est confrontée en matière de matériel militaire, de financement, de main-d'œuvre et de résilience politique, de volonté de combattre, existent également en Europe et de manière amplifiée. Et cela est aggravé par le fait qu'il existe des dissensions au sein de l'Union européenne. within the European Union. And I'm not only talking about Et je ne parle pas seulement de la Slovaquie et de la Hongrie. Je parle aussi des dissensions occasionnelles en marge. Souvenez-vous, la Bulgarie, sans prévenir, a déclaré « Oh, eh bien, vous savez, si vous avez besoin d'un espace aérien, passez simplement par chez nous. Comme ça, pas d'inquiétude. Vous pouvez passer par chez nous, puis par la Serbie, et vous serez en Hongrie en un rien de temps. » À un moment où cela posait problème. Donc il y a cela. La Croatie a parfois fait des déclarations. L'Utrecht techniquement il y a d'un arbre politique de l'UMNO et de Kenlik pas. There are many policies of the EU that they don't like. So, of course, Donc bien sûr, la Commission européenne est en position de faiblesse pour maintenir l'unité, car pour quelque chose qui n'est pas stratégiquement important pour l'Europe, ce que je pense être l'Ukraine, l'issue de la guerre en Ukraine, c'est important pour certaines élites politiques en Europe, pour certains partis politiques et responsables politiques, mais pas pour l'Europe dans son ensemble. En contrepartie, ils doivent accorder à un certain nombre de petits pays toutes sortes de concessions tarifaires et d'aides supplémentaires pour l'agriculture et d'autres domaines qu'ils n'ont pas. Ainsi, quiconque observe la politique intérieure peut voir, je pense, qu'ils sacrifient un objectif géostratégique qui n'est pas impératif pour l'Europe, en échange d'une véritable influence politique qu'ils pourraient exercer sur le plan intérieur et financier au sein de l'Union européenne. Et cela ne fait qu'affaiblir leur unité à long terme. and that just weakens their unity in the long run. Oui, je veux dire, tu sais, l'histoire est pleine d'ironie, et l'une d'elles ici est bien sûr que l'objectif de démanteler la Russie provoque désormais, selon toute vraisemblance, la désunion, au moins politique, des Européens, sinon celle de l'Union elle-même. Oui, je ne pense pas que ce soit une perspective à court terme, mais à long terme, les leçons tirées de la manière dont la guerre en Ukraine a été gérée auront, je pense, des répercussions importantes sur l'évolution politique de l'Europe. Ils se sont vraiment mis dans une impasse. Je veux dire, traiter le Hamas de nazi et de Hitler cachés dans des bunkers. C'est une chose, parce qu'il s'agit d'un petit groupe, et que le camp que tu soutiens dispose d'une puissance écrasante, y compris de l'arme nucléaire. Mais faire de la Russie le mal absolu qu'il faut à tout prix vaincre, c'est une absurdité. Et cette manière de présenter les choses est encore omniprésente en Europe. C'est ce qui empoisonne le débat. Et au-delà de tout cela, je veux dire, c'est déjà assez grave. Mais ensuite, bon gré mal gré, l'Europe doit également condamner, même si elle ne le souhaite pas et qu'elle se mettrait dans une position extrêmement désavantageuse en le faisant, la Chine et tout partenaire commercial ou géopolitique de la Russie. En somme, l'Europe se tire constamment une balle dans le pied. Et il ne faut pas être un génie pour comprendre que les partis politiques alternatifs ont la vie facile pour gagner des voix sur les questions fondamentales qui comptent pour les électeurs, comme demander « Pourquoi dépensons-nous tout cet argent tout en recevant moins de services sociaux ?» and receiving fewer social services. This war is far away from us. Cette guerre est loin de nous.
Pourquoi acceptons-nous tous ces réfugiés et migrants et à nos propres frais? Et pourquoi nos biens de consommation, des choses que nous obtenions autrefois à bas prix grâce à l'énergie russe et aux produits chinois, deviennent-ils maintenant si chers? Nous subissons le pire de toutes les situations possibles sous cette gestion politique. Il suffirait, je pense, d'inverser la tendance sur 2 de ces 3 points. Dans le mubalari tempersmord et reparti majorité. Would be enough, I think, in most countries to become the majority party. No, I mean, at some point. Non, je veux dire, à un moment donné, les Européens vont finir par se fâcher qu'il ne reste plus de pieds à se tirer dessus. Le rythme des décisions autodestructrices est absolument fascinant. La vraie question, pour moi, est de savoir si les Européens réussiront suffisamment bien leur propagande pour rejeter toute la faute sur la Russie, et si la majorité de la population continuera à y croire. Mais la vague, cette marée, est bien là. Je ne vois tout simplement pas comment cela ne pourrait pas conduire à un changement massif vers la droite de l'échiquier politique lors de la prochaine élection, anti-establishment. If the next elections Anti-establishment. It could be extreme. There could be some odd combinations. Cela pourrait être extrême. Il pourrait y avoir des combinaisons étranges comme on l'a mentionné en Allemagne entre la gauche et la droite. Mais voici la question, pour revenir à votre point précédent. Que doit faire la Russie pour surmonter cette capacité des élites européennes à la présenter comme un monstre effrayant? Il me semble que la réponse est assez simple. Elle atteint ses objectifs militaires, occupe les territoires, s'y maintient et dit « Maintenant, négocions ». Elle exerce une pression maximale après avoir atteint ses objectifs militaires, non pas ceux de quelqu'un d'autre, mais bien ceux qu'elle avait réellement annoncés, et s'arrête là pour le moment en promettant de ne pas aller plus loin, mais en demandant des négociations, ce qui sera, je pense, très difficile pour l'Ukraine à accepter. Which will be very difficult, I think, for Ukraine to accede to. But at that point, I think it will be extremely Mais à ce stade, je pense qu'il sera extrêmement difficile pour les dirigeants européens de soutenir que la menace n'est pas maîtrisable, car la Russie, en réalité, s'arrête, faisant exactement ce qu'elle avait promis. Si c'est ce qu'elle fait, elle se sera arrêtée à la ligne qu'elle définit comme nécessaire à sa propre sécurité. Ce ne sera pas, selon les mots des dirigeants européens, une issue juste, mais ce sera une issue pacifique. Et je pense que beaucoup d'Européens seront prêts à l'accepter, compte tenu des coûts interminables et croissants de la poursuite de ce conflit. Oui, je veux dire, je pense que tu as raison, bien sûr sur un plan rationnel, mais je crois que tu surestimes la capacité des Européens à encore raisonner de manière rationnelle. Ils trouveront des moyens de l'interpréter émotionnellement d'une façon qui mobilisera encore une bonne partie de l'électorat. Mais juste une question de plus. Parce que l'un des objectifs déclarés, et c'est à mon avis le plus difficile, ce n'est pas le territoire. C'est la dénazification de l'Ukraine. Celui-là est un objectif militaire, mais c'est aussi un objectif qui ne dépend pas entièrement du territoire immédiatement contrôlé par la Russie, n'est-ce pas? Alors la Russie ne s'est-elle pas elle-même un peu piégée en faisant l'un de ses objectifs clés? Parce que la neutralisation, tu sais, on peut neutraliser l'Ukraine simplement en s'assurant d'abattre tout ce qui pourrait aider l'armée, et ainsi de suite. Ça, tu peux le faire militairement, mais la dénazification, non. Au moment où l'opération militaire spéciale a été lancée, c'était un objectif déclaré. Et cela touche, du point de vue de Poutine, au cœur du problème que la Russie entretient avec le système politique ukrainien. La manière dont ils l'ont formulé, Lavrov l'a récemment exprimé dans une interview, il a dit « Ce que nous voulons, c'est que l'Ukraine respecte les conditions dans lesquelles son indépendance lui a été accordée, conditions qui sont inscrites dans sa déclaration d'indépendance et dans sa constitution. Ce qui, selon lui, se résume à 3 choses. La neutralité, le fait de ne faire partie d'aucun bloc, donc la non-alignement, et le respect des minorités. Il faut donc noter que concernant la dénazification,
ils se sont progressivement éloignés de cette terminologie, même si, pour être juste, Lavrov qualifie encore le gouvernement actuel de nazi ou de suiveur des nazis. La terminologie alternative que la Russie utilise également à ce sujet est le respect des droits de l'homme, respect des minorités, respect des droits des minorités de la population de l'Est. En réalité, dans toute l'Ukraine, pas seulement à l'Est, dans toute l'Ukraine. C'est quelque chose contre quoi il serait difficile pour les Européens d'argumenter. Alors, comment y parvenir? Comment traiter cette question? Eh bien, une voie possible est celle de la table des négociations, à laquelle l'Ukraine sera contrainte en raison de ses limites de capacité et de ses pertes sur le plan militaire. Ce qu'il reste à négocier, c'est précisément cette question des garanties constitutionnelles des droits des minorités, du statut de neutralité et de la non-adhésion à l'OTAN. Ainsi, tous ces éléments ont fait partie du paquet que la Russie et les Européens négocient avec l'Ukraine depuis un certain temps, y compris les droits des minorités. Car Minsk I et Minsk II comprenaient également la composante selon laquelle, à l'époque, pour les seules provinces de l'Est, les droits des minorités, les droits locaux, tels qu'ils étaient définis, devaient être respectés. La question maintenant est donc de faire en sorte que la société ukrainienne, dans son ensemble, puisse devenir pacifique en imposant la mise en œuvre des garanties complètes de sa constitution. Car en réalité, il n'y a pas grand-chose qui cloche. Je ne pense même pas qu'il y ait quoi que ce soit de problématique dans la constitution ukrainienne. Elle doit simplement être appliquée. Rappelons que l'article 10 de la constitution ukrainienne actuelle garantit les droits des russophones, mais que des décisions de justice ultérieures sont allées à l'encontre du texte même de la Constitution. Il n'existe en fin de compte aucune garantie pour la protection des droits humains et des droits des minorités dans un pays, à moins que le gouvernement lui-même ne soit disposé à le faire. Beaucoup de choses peuvent être convenues, des documents peuvent être signés, mais à long terme, il faudra qu'un nouveau gouvernement cherche la réconciliation entre les différentes communautés, russophones, ukrainophones et autres minorités au sein de l'Ukraine. Je pense qu'il est dans l'intérêt des Ukrainiens eux-mêmes, ainsi que des futurs gouvernements ukrainiens, de trouver un moyen de réconcilier le pays, car sans cela, ils ne seront pas seulement confrontés à un conflit avec la Russie, ils seront également minés de l'intérieur par des divisions, comme cela a été le cas au cours des 30 dernières années. Et cela aussi constitue un élément important de cette crise. Oui, et c'est un élément des négociations à venir. Nicolas, merci beaucoup pour cet aperçu. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur votre travail, je les renverrai dans la description de cette vidéo vers votre page d'accueil. C'est bien l'endroit idéal pour trouver vos écrits, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est www.npetro.net. Tout le monde, allez-y jeter un œil. Nicolas Petro, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.